Retour à l'essentiel, on va plus loin à présent avec Marc Semo, collaborateur à l'hebdomadaire Challenge au journal Le Monde. Bonjour Marc. Bonjour. Et David Delos, chroniqueur international à France 24. Bonjour David. Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde. Au sommaire, la Russie rejette le plan de paix européen pour l'Ukraine, la contre-proposition des 27 au projet américain présenté lui par Donald Trump. Washington aurait depuis évolué sur des revendications clés pour Kiev en réclamant notamment le respect de la souveraineté de l'Ukraine. Le Hezbollah, lui, enterre son chef militaire, Haitham Tabatabai, tué par une frappe ciblée de l'armée israélienne. C'était hier à Beyrouth. On va plus loin, c'est tout de suite. Volodymyr Zelensky en terrain miné. Il a déjà connu ça en 3 ans et demi de guerre face à la Russie, mais jamais le président ukrainien n'aura été autant dos au mur, sinon au premier jour de l'invasion russe, lorsque l'on croyait Kiev sur le point de tomber d'un instant à l'autre. Sauf que cette fois, ce n'est plus Vladimir Poutine, mais Donald Trump qui donne des sueurs froides aux Ukrainiens. En présentant son plan en 28 points en fin de semaine dernière, la Maison-Blanche a officialisé ce que l'on soupçonnait depuis le début. Aux yeux des États-Unis, c'est bien Moscou qui seul peut garantir les conditions d'une future paix. Reste à les habiller du mieux possible afin de les rendre acceptables à l'Ukraine et aux Européens. Pris de court, comme souvent. Ce travail d'ajustement, il a eu lieu durant le week-end et se poursuit à Genève où tous saluent des avancées à l'image de Volodymyr Zelensky. Écoutez. Dans les étapes que nous avons coordonnées avec la partie américaine, nous avons réussi à inclure des points extrêmement sensibles, y compris la libération complète de tous les prisonniers de guerre ukrainiens, selon la formule du tous pour tous, ainsi que des civils, et le retour complet des enfants ukrainiens enlevés par la Russie. Ce sont des étapes importantes, mais pour parvenir à une paix réelle, il faut plus, beaucoup plus. Et on part rejoindre Gulliver Krag à Kiev. Gulliver, on comprend que ces points que vient d'évoquer Volodymyr Zelensky soient importants, mais si rien ne bouge en l'état sur la question des territoires par rapport à ce plan en 28 points de Donald Trump, on est encore loin du compte pour l'Ukraine. Oui, et Volodymyr Zelensky l'a dit, mais je pense que beaucoup de ces points ont été abordés aussi. En tout cas, c'est ce que disent les membres de la délégation, notamment Oleksandr Bevz, l'un des négociateurs ukrainiens, conseiller d'Andriy Yermak. Il a dit, il est allé jusqu'à dire, le plan en 28 points n'existe plus. Nous avons enlevé un certain nombre de points et modifié d'autres au point que ce n'est plus vraiment reconnaissable en l'état. Je pense que les Ukrainiens sont assez satisfaits. Leur mission primaire était d'éviter d'être forcés à signer un plan de paix qui était considéré par la majorité des Ukrainiens comme plutôt une capitulation et qui aurait été désastreuse pour l'équipe au pouvoir en Ukraine. Je pense qu'il y aurait eu suffisamment d'Ukrainiens qui ne l'auraient pas accepté. Eh bien, ils ont bien évité la signature de ce plan-là qui avait été présenté. Je pense que ça, c'est chose faite. Là, ils parlent d'un nouveau plan. Ils ont évoqué 19 points. Certains détails ont fuité dans la presse, mais ce qui a été présenté comme le plan européen n'est pas exactement, si je comprends bien, ce sur quoi les négociations entre l'Ukraine et les États-Unis ont abouti. Mais déjà, les Russes ont dit que le plan européen, comme ils l'avaient appelé, était absolument inacceptable pour eux. Je pense que si le plan ukraino-américain, même si ce n'est pas aussi radicalement changé que ce qu'avaient présenté les Européens, je pense qu'on peut être confiant que les Russes vont le rejeter aussi, de toute façon. Oui, vous restez avec nous, Marc Semo. Que peut bien obtenir l'Europe, sachant que le plan Trump est très clair, reconnaissance de facto des territoires revendiqués par Moscou, qu'ils soient déjà occupés ou pas par l'armée russe. Comment, dans ce cas, préserver l'intangibilité des frontières, dont on a bien compris que c'était le point cardinal des Européens? Oui, mais le vrai point, les Ukrainiens savent, et les Européens aussi, qu'ils ne peuvent pas reconquérir dans l'État, par la force, des territoires occupés. Donc la première des priorités, c'est d'éviter la reconnaissance de juré de cette occupation. Oui. De fait, même le plan américain... Parle de reconnaissance de facto. Voilà, reprenez largement ce que voulaient les Russes, parle de reconnaissance de facto. Les vrais points clés pour les Européens, notamment un point sur lequel ils insistent, comme ils avaient déjà insisté
au moment du sommet d'Anchorage, en Alaska cet été, c'est le cessez-le-feu. C'est-à-dire, il faut d'abord un cessez-le-feu, après lequel on commencera à discuter pour le reste. Alors que les Russes, qui par ailleurs récusent les nouvelles versions du plan et tout, disent non, il faut s'affronter aux raisons profondes du conflit. Ce qui est une manière de négocier tout en continuant la guerre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est fondamental pour les Européens, et on en saura, j'espère, un peu plus demain avec la conférence en visio de la coalition des volontaires qui a été montée à l'initiative des Français et des Britanniques pour une force de réassurance en Ukraine, c'est les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Et le plan tel qu'il était là, ce plan américain qui en bonne partie était un copier-coller de suggestions russes sur lesquelles les Américains avaient un peu rajouté des choses, était là-dessus plus que lacunaire. C'est-à-dire il offrait en réalité, si vous le lisez attentivement, enfin les 28 points, plus de garanties de sécurité à la Russie qu'à l'Ukraine. Il y avait un mémorandum sur les garanties de sécurité. Il y avait un plan, il y avait un deuxième document, mais ce deuxième document, donc, qui théoriquement offrait à l'Ukraine les garanties de l'article 5 similaires à ce qu'elle aurait si elle était dans l'OTAN, en réalité, c'était totalement faux, parce que... Ça passait les Européens en première ligne, en réalité. Voilà, ça mettait les Européens en première ligne, et surtout, ces garanties de sécurité ne tenaient plus, cette obligation de solidarité, si l'Ukraine attaquait. Donc on pouvait très bien imaginer que la Russie monte une provocation, et ensuite, etc. Donc en réalité, c'est tout cet aspect sécuritaire que, si vous le lisez, je terminerai là-dessus, remet en cause toute l'architecture de la sécurité en Europe telle qu'elle s'est construite depuis 1990, on arrête l'OTAN, etc., qui était dans le plan, et là on voyait vraiment la patte russe, au point qu'il y avait une phrase absolument hallucinante, qui était celle de dire que sur l'OTAN, il y aurait des négociations entre l'OTAN et la Russie avec une médiation américaine, ce qui est une manière de dire nous ne sommes plus dans l'OTAN. Comme si les Américains étaient un tiers de confiance vis-à-vis de l'OTAN et non plus une partie prenante. David Delos, les lignes rouges de part et d'autre semblent inconciliables. De quels moyens de pression disposent les Ukrainiens et les Européens pour amender le texte ? Je pense que le meilleur allié pour le camp européen et ukrainien, c'est le temps. Ils n'ont pas les moyens d'infléchir la position du Kremlin, qui ne les considère même pas comme des interlocuteurs dans ce dossier. En revanche, les Américains, eux, ils veulent aller très vite, ou plutôt Donald Trump, lui, il veut aller très très vite, parce qu'aux États-Unis, dans son propre camp, on commence à reprocher au président américain de s'occuper beaucoup plus de la politique internationale que de la politique interne. Et il faut quand même le savoir, la politique des droits de douane, ça commence à peser sur le portefeuille des consommateurs américains qui sont accessoirement des électeurs. Donc, du coup, du côté des républicains, on commence à s'agacer un petit peu de l'omniprésence de Donald Trump sur la scène internationale. Il ne faut pas oublier que l'an prochain, dans quelques mois, il y a les midterms, qui sont quand même des élections cruciales, les élections de mi-mandat, et il ne s'agirait pas de trop agacer l'électorat républicain. C'est pour ça que, d'ailleurs, Donald Trump a fixé son ultimatum jeudi, c'est Thanksgiving. Ça aurait été symbolique d'avoir une signature ce jour-là pour Donald Trump. Alors cet ultimatum, on sent que ses contours commencent à se diluer dans les discussions. Pour mémoire, dans la journée, Friedrich Merz, le chancelier allemand, a estimé qu'il n'y aura pas de percée dans ce dossier dans la semaine. On a aussi le sentiment que les États-Unis semblent reconnaître que l'Ukraine a quand même son mot à dire dans l'histoire. Vous l'avez entendu, Volodymyr Zelensky a souligné que dans l'accord, il y aura un point sur la libération de tous les prisonniers ukrainiens, sur le retour des enfants enlevés par la Russie. Il y a un autre bon levier dont disposent les Européens, c'est l'argent, avec les avoirs russes gelés depuis le début de la guerre. Si les 27 arrivent à se mettre d'accord, ce qui n'est pas gagné. Sauf que les Américains veulent la moitié des profits sur le fonds qui reconstruira. Là encore, il faut réussir à discuter. Gulliver Krag à Kiev, vous l'avez dit, le Kremlin, alors d'abord assure n'avoir reçu aucune information sur d'éventuelles modifications apportées au texte. Ils savent que des modifications ont eu lieu, mais ils ne savent pas lesquelles. Et ils jugent la contre-proposition européenne, je cite, pas constructive. La Russie, est-ce qu'elle peut refuser tout changement ? Et vous le laissiez entendre, même le plan américain, finalement, en 28 points de la semaine dernière, n'est peut-être même pas dans leur intérêt, ou en tout cas, ils ne verraient même pas l'intérêt d'un cessez-le-feu pour l'application de ce plan. Oui, je pense qu'il est plus que probable que tout plan modifié par rapport au plan original de 28 points, le Kremlin va dire qu'il est inacceptable. Et beaucoup d'analystes en Ukraine, en fait, pensent qu'en réalité, le Kremlin aurait rejeté
même le plan en 28 points que c'est visiblement Kirill Dmitriev, l'envoyé spécial de Vladimir Poutine, qui l'a rédigé avec Steve Witkoff et Jared Kushner, parce que, en fait, même si c'est un plan qui allait largement dans le sens des demandes russes, il y a tout de même dans ces 28 plans, des choses qui ne plaisent pas aux Russes, et que le but à l'origine, ce n'était pas en réalité d'arriver à la paix en Ukraine. Presque tout le monde est convaincu que Vladimir Poutine veut absolument continuer la guerre et que le but de cette opération, c'était de tester le comportement des Américains, mettre des bâtons dans les roues des Européens qui sont en train d'essayer, avec grande peine, de débloquer ces 150 milliards de dollars d'avoirs russes gelés, saper le moral des Ukrainiens, enfin toute une série de buts, ce que les Ukrainiens appellent cette nouvelle opération spéciale russe, qui a peut-être servi aux Russes sur certains de ces aspects. Les Ukrainiens espèrent qu'en fait, ils peuvent faire en sorte que l'opération aura plus servi aux Ukrainiens s'ils arrivent à s'en servir pour convaincre Donald Trump de mettre plus de pression sur le Kremlin avec une augmentation des sanctions, etc. Et bien sûr, on ne peut absolument pas être sûr de cela parce que le comportement pendant les premiers jours de cette opération de l'administration Trump était très inquiétant pour les Ukrainiens. C'est peut-être à cause de la réaction au Congrès américain notamment et aussi chez les Européens qu'ils ont rapidement changé plutôt de fusil d'épaule, enfin changé de position, je veux dire. Les Ukrainiens disent, ceux qui ont des sources dans la délégation, que en fait, dès le début des négociations à Genève, les Américains étaient absolument ouverts à toutes sortes de changements proposés par les Ukrainiens et qu'ils devaient savoir que les Russes n'accepteraient pas. Merci Gulliver Krag, avec nous en direct de Kiev. Votre avis à vous, Marc Semo, pensez-vous effectivement que la Russie aurait même rejeté le plan présenté par Donald Trump, que beaucoup ont vu en réalité comme un plan soufflé par la Russie et notamment par Kirill Dmitriev, dont le site Axios nous dit qu'il participait dès le début en fait aux négociations avec Jared Kushner et Steve Witkoff. De fait, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire, ça a été un exemple de diplomatie parallèle où Steve Witkoff, qui est donc l'émissaire, le copain de golf de Trump, qui le laisse gagner, et l'émissaire pour les grandes occasions, la paix à Gaza. Au point de remplacer Keith Kellogg sur le dossier ukrainien. Et Jared Kushner, Kirill Dmitriev, qui est le patron du Fonds souverain russe, qui a été formé dans les meilleures universités américaines, donc ont tenté cette opération. On parle d'une rencontre à Miami qui aurait lieu entre les 3 ans. Rencontre à Miami, où, en grande partie, ça a été écrit par Dmitriev. Les Américains ont probablement rajouté un peu de choses. D'où l'idée notamment d'une dénazification, par exemple. Voilà, il y avait du copier-coller de rhétorique. Et même de formulation russe. Mais en même temps, sur certains points... Dans ce plan, dans la première version du plan, dans le plan américain, la Russie est obligée à des concessions. Par exemple, l'armée ukrainienne a 600 000 hommes. Vous pouvez lire, oui, ça limite l'armée ukrainienne, mais 600 000 hommes, c'est beaucoup. Alors que pour les Russes, l'objectif de guerre qu'avait martelé, que continue à marteler Vladimir Poutine, c'est la démilitarisation de l'Ukraine. L'Ukraine n'aura pas le droit d'adhérer à l'OTAN, mais elle peut adhérer à l'Union européenne. Or, l'Union européenne, vu l'article 42.7 de solidarité entre les membres en temps d'attaque, en cas d'attaque, est encore plus engageant que l'est l'article 5 de l'OTAN. Donc sur beaucoup de choses comme ça, la Russie pouvait coincer. Et probablement, effectivement, il n'aurait pas accepté le plan tel qu'il avait été présenté dans sa version. Donc c'était vraiment pour tester le front occidental. Ça peut être une hypothèse, comme on peut aussi imaginer qu'il y a eu un raté, parce que toute l'histoire est née d'une fuite délibérée de Kirill Dmitriev. Donc, est-ce que c'était délibérément pour tester le front occidental ? Est-ce que c'était une manière de voir un peu un ballon d'essai ? Voilà, toutes les hypothèses sont possibles. En tout cas, Donald Trump, lui, se veut optimiste, comme souvent d'ailleurs, sur son réseau social Truth Social. Est-ce vraiment possible ? S'interroge-t-il ou fait-il mine de s'interroger que des grands progrès soient réalisés dans les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine. Ne croyez que ce que vous voyez, mais quelque chose de bon pourrait bien se produire. Alors c'est vrai qu'il l'a annoncé à de maintes reprises. On ne lui fera pas confiance outre mesure, mais en tout cas, David Delos, il y a une possibilité là. Les Américains, pour, disons, faible qui était leur plan aux yeux des Européens, aura au moins eu peut-être le mérite de précipiter des négociations. Alors oui, effectivement, on peut se dire qu'ils ont amorcé quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont amorcé ? C'est toute la question. On reste vraiment dans le flou avec ce plan.
Déjà dès le départ, on disait qu'il y avait pas mal d'incohérences avec des points qui se contredisaient. Là, on se retrouve avec un plan qui semble beaucoup plus logique, un peu moins russe, si vous me passez les guillemets, mais on a quand même l'impression que les choses avancent. On notera d'ailleurs que, alors qu'ils ont été pris de court par les États-Unis un peu avant le week-end, les Européens ont réussi quand même à réagir très vite, à remonter dans le train et à pas le laisser passer pour faire entendre leur voix et réclamer effectivement des amendements à ce plan américain que Donald Trump voulait voir. Mais peut-être parce qu'il n'y avait pas d'unité côté américain. On a vu Marco Rubio quand même manifestement. Il y avait manifestement des divergences. Il aurait dit à des sénateurs d'ailleurs que ce texte était un texte russe. Oui. Absolument, des divergences d'approche, mais surtout il y a quand même un problème majeur, c'est qu'effectivement les Européens, comme je disais, ont réussi à remonter dans le train, ont réussi de nouveau à réinfluencer Trump, mais c'est quand même la troisième fois qu'on se trouve dans ce cas de figure où Trump, alors via Witkoff dès février, ensuite Trump lui-même au moment du sommet avec Poutine en Corrège, endosse totalement le narratif russe pour ensuite refaire marche arrière. Et la vraie question, c'est que sur le fond, pour Trump, cette guerre en Ukraine est un caillou dans la chaussure qui empêche de reprendre une vraie relation avec la Russie entre puissances. Il veut voir la Russie réintégrer le G8, c'est ça. Il veut voir la Russie aussi réintégrer le G8. Et il y a une vraie vision du monde commune entre Vladimir Poutine et Donald Trump, celle des grands États-civilisations qui ont vocation impériale, qui règnent sur des zones d'influence et qui, entre eux, se font le commerce, se sont parfois en rivalité, mais disons, la paix est garantie par la force et l'équilibre des puissances, ce qui est totalement un retour à avant 1914. Alors la manière dont les États-Unis gèrent ces négociations est-elle un test pour l'OTAN et l'avenir des Européens, David Delos? L'Alliance Atlantique peut-elle en sortir renforcée? Trump enfin convaincu de son importance, ou bien au contraire, serons-nous en permanence dans le doute à l'avenir? Moi, j'ai plutôt l'impression que tant que Donald Trump sera à la Maison-Blanche, il faudra mettre peut-être l'OTAN en pause. Voilà, simplement. Sans les États-Unis, quel est le bien fondé de cette alliance transatlantique, parce que dans transatlantique, il y a quand même le mot atlantique. Donc, et il resterait le Canada. Il resterait effectivement le Canada, mais soyons sérieux, si les États-Unis ne veulent pas intervenir dans l'OTAN, si les États-Unis veulent sortir de cette organisation, forcément, elle perd de son sens, elle perd de son essence même. La Russie et dans une moindre mesure la Chine. Il y a eu d'ailleurs, vous parliez d'empire. Donald Trump s'est entretenu avec Xi Jinping aujourd'hui et il y aura manifestement un rendez-vous, une rencontre entre les deux qui est annoncée pour le mois d'avril. Ces deux puissances, Russie et Chine, ont-elles interprété ces revirements de Donald Trump, d'après vous, comme une réticence à agir, comme un affaiblissement du soutien américain à ses alliés? Ça, depuis le début, à partir du moment où Donald Trump dit que l'article 5, c'est une option, même si ensuite il est revenu en arrière, à partir du moment où il explique que les pays qui ne payent pas ne seront pas protégés dans une rhétorique de boss mafieux, etc. Oui, c'est assez transparent, y compris d'ailleurs ses relatives prudences par rapport à son prédécesseur Joe Biden par rapport à la question de Taïwan, où finalement... c'est le Japon qui doit montrer les muscles aujourd'hui. Voilà, il reste dans l'ambiguïté stratégique, mais effectivement, le pays qui pour le moment dit on ne peut pas rester sans réagir en cas d'une invasion du Japon, de Taïwan, c'est le Japon. Ouais. Donc il est évident que à la fois il y a une affirmation de puissance de Trump sur un certain nombre de sujets, et notamment ce qui regarde les Amériques au sens très large, depuis sa volonté d'annexer le Groenland jusqu'aux pressions sur le Venezuela, et en même temps de déléguer à chacun des autres empereurs néo-autoritaires sa zone d'influence où il fait à peu près ce qu'il veut. Israël, lui, a-t-il bien fini, ou en a-t-il bien fini avec le Liban? Pas sûr, l'État hébreu a bombardé à plusieurs reprises le sud du pays ces derniers jours, et jusqu'à Beyrouth, la capitale, tuant au passage un chef militaire du Hezbollah. Haitham Tabatabai, a été l'un de ces rescapés de la première génération, celle des cadres historiques de la milice chiite, dont une grande partie a disparu avec l'explosion des beepers l'an dernier. Écoutez les réactions des Libanais après cette frappe à Beyrouth qui a fait 5 morts d'après les autorités libanaises. Que les Israéliens continuent leur aide contre nous. Ils veulent que nous nous rendions pour pouvoir entrer dans nos maisons. Vous avez vu ce qu'il s'est passé à Gaza? Qu'ont-ils fait? Ils n'ont rien fait.
Je dis aux ennemis sionistes et américains, peu importe la quantité de sang que vous verserez, nous ne nous rendrons jamais et n'abandonnerons jamais les armes de la résistance. Dieu soit loué, nous sommes inébranlables et nous continuerons à l'être. La victoire pourrait être proche si Dieu le veut. Peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qui arrive, c'est notre pays, c'est notre terre. Alors pour resituer le contexte, ces sonores, ces extraits ont été pris aux abords de ces funérailles et donc dans le quartier, la banlieue sud de Beyrouth, qui est un fief du Hezbollah chiite. David Delot, cette frappe était-elle nécessaire pour Israël ? C'est ce qu'affirme en tout cas le chef d'état-major de Tzahal, l'armée israélienne, le général Eyal Zamir. C'est lui qui a dirigé l'opération depuis une salle de commandement de Tel Aviv. C'est lui qui a communiqué sur cette frappe dite ciblée. Et le but était clairement d'éliminer, je cite, le plus haut commandant de l'organisation terroriste Hezbollah. Si on en croit le général Zamir, l'objectif de cette frappe était d'empêcher le Hezbollah de se renforcer, de porter atteinte à l'État d'Israël, parce que si l'armée israélienne reste engagée dans les accords qui ont été conclus entre Israël et le Liban, pas question de permettre au mouvement chiite de se réarmer et de consolider ses capacités militaires. Le chef d'état-major a ajouté que l'armée israélienne continuera d'éliminer toute menace dès qu'elle se présentera. Donc ça, au moins, ça a le mérite d'être clair. Le Hezbollah est prévenu. Il n'est pas question que la population israélienne soit la cible de quelque attaque que ce soit, raison pour laquelle on décapite le mouvement. Cet épisode suit la difficulté du Hezbollah qui ne parvient donc pas à faire émerger de nouveaux leaders depuis l'assassinat de son chef Hassan Nasrallah. Surtout, ça montre à quel point Israël a conservé des capacités de renseignement et donc de sources intérieures au Hezbollah pour être à même de mener une telle élimination ciblée. L'infiltration reste entière. L'infiltration reste entière, malgré toutes les mesures draconiennes de sécurité qu'avait proclamé le Hezbollah après l'affaire des beepers et l'élimination de la quasi-totalité de ces cadres historiques. Donc c'est déjà un premier point marqué par Israël qui psychologiquement a un effet très fort. Ensuite, on s'aperçoit qu'il y avait déjà eu des raids. Là, c'est la première fois quand même qu'il y a un raid sur la capitale elle-même, au sud de Beyrouth. Donc, malgré tous ces raids, le Hezbollah, jusqu'ici, n'a jamais réagi. Parce qu'effectivement, ils craignent, s'ils réagissent, d'entraîner encore plus de réactions de la part d'Israël. Mais de la part d'Israël, c'est aussi une manière de rappeler que le Hezbollah s'était engagé à désarmer. Le processus de désarmement au sud est resté, qui est pourtant la zone où c'était le plus important, est resté relativement timide. Il doit être mené par l'armée. J'allais vous dire qu'Israël s'était engagé à se retrancher au sud du Litani, ce qui n'est pas encore le cas. Parce que justement, ils disent parce que le désarmement n'a pas eu lieu. Donc, le désarmement doit être mené par l'armée libanaise, épaulée par la mission de l'ONU. Et le Hezbollah a publiquement annoncé qu'il refuserait de rendre ses armes ailleurs dans le territoire libanais. Donc, cette frappe a aussi un but de dire, il faut qu'on en revienne à l'application de l'accord. C'était il y a un an exactement, le cessez-le-feu, et l'accord le 27 novembre de l'année dernière. Cette frappe, elle est productive pour permettre d'accentuer les pressions sur le Hezbollah, ou au contraire, elle risque de créer au Liban peut-être une union sacrée, si tant est qu'on puisse une union sacrée peut-être pas, parce qu'en fait, d'après certaines sources internes au Hezbollah qui se sont confiées à nos confrères de l'AFP, le mouvement chiite aujourd'hui serait traversé par une ligne de fracture. Il y a la base qui réclame vengeance après la mort de son chef d'état-major. Et puis il y a la direction, Nahir Qassem, qui lui dit qu'il vaut mieux privilégier la voie diplomatique. Parce que si nous nous vengeons, si nous faisons action de rétribution, il y aurait un risque de voir Israël riposter de façon encore plus dure, et donc d'être impopulaire dans la population libanaise qui, je viens de le dire aujourd'hui, on a assez de ces frappes. Donc du coup, effectivement, aujourd'hui, on peut se dire que le Hezbollah, même s'il a encore des petites capacités de nuisance, ne devrait pas les utiliser pour éviter de se mettre à dos la population libanaise et éviter effectivement une riposte d'Israël. On arrive quand même aux limites de l'État libanais, puisque le président lui-même, Joseph Aoun, s'oppose au désarmement de la milice par la force. En a-t-il même les moyens ? Non. Déjà, la résolution précédente, après l'invasion de 2006, qui prévoyait le désarmement de Hezbollah, n'a jamais été... et le retrait de ses combattants
au nord d'Italie n'a jamais été mise en œuvre. Ouais. Le pape, Léon XIV, se rend la semaine prochaine au Liban après la Turquie. Au 2. Sa visite peut-elle, d'une manière ou d'une autre, contribuer à un quelconque changement dans la région, d'après vous, Marc Semo? Surtout, ça va être un test, parce que c'est... Alors, la première partie du voyage est en Turquie, avec une vocation profondément religieuse et théologienne, puisque c'est à Nicée, enfin, dans ce qui fut l'antique Nicée, avec le concile fondamental qui a globalement posé la plupart des dogmes de l'Église d'aujourd'hui et fait de Jésus un Dieu. La deuxième partie au Liban est le premier voyage où le pape sera dans un point chaud de l'actualité mondiale. Donc on l'attend. En tant que chef d'État. En tant que chef d'État, on l'attend. On va voir ce qu'il va dire. Jusqu'ici, il s'était peu exprimé sur les questions politiques et géopolitiques. Donc voilà, ça va être effectivement une étape clé. Une parole qui peut porter. Alors bon, on ignore le poids exact de la communauté chrétienne puisqu'il n'y a pas eu de recensement dans une période récente au Liban. On part toujours du postulat que chaque communauté représente un tiers de la population. Toujours est-il que c'est quand même une voix qui porte. C'est une voix qui sera. Alors est-ce que la voix. La communauté chrétienne maronite. Oui, absolument. Alors, est-ce que la voix du pape va porter ou est-ce qu'elle va être entendue? C'est tout le distinguo que je ferais. Oui. Il va être très attendu effectivement par la communauté chrétienne libanaise. Reste que derrière le pape sera attendu, mais en termes de test pour voir si lui, Léon XIV, va pouvoir effectivement faire bouger les choses, faire influencer ce dossier. Merci beaucoup. Marc Semo, David Delos, on va plus loin, c'est terminé. Retour à l'essentiel dans un instant. Et on se penchera justement à nouveau sur ce plan, plan de paix américain, plan européen. On ne sait pas exactement où on en est à l'heure qu'il est, mais on essaiera justement d'en savoir plus.